Bonjour à tous, nous sommes mardi 27 avril. Allez, comme prévu, on va aller dans le chapitre 1, voir un petit peu tout ce qu'on a noté. Donc je vous rappelle, quand vous êtes dans Pronote, j'espère que vous y avez accès, vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici, vous allez dans les leçons et il est juste là. Hop, donc on y va. Voilà notre chapitre 1. Donc poésie lyrique. Alors je vous rappelle dans le cours ici, donc une définition, ça ce sont toutes les pages, qu'on a visées hier donc de votre recueil, Dire l'amour, édition Hachette et je vous ai mis quelques mots-clés ici pour rappel. Donc lyrique bien sûr, qui dit lyrique, dit lire, dit Orphée, musique, les sentiments du poète, vous voyez, je vous ai remis des choses ici, la nature, les images, beaucoup de métaphores donc et puis éventuellement donc des conflits, entre les sentiments dégagés par le poème et la rigueur de la forme avec donc, des vers bien réglés au millimètre, des rimes, etc. Donc justement, aujourd'hui, on commence notre cours de métrique qui se poursuivra jeudi. La métrique, donc pourquoi est-ce que on appelle ça la métrique? C'est que autrefois, ce qu'on appelle un vers, on appelait ça un mètre. Autrefois, je parle des Grecs qui faisaient de la poésie, bien sûr. Et oh là, il y a mon téléphone qui fait de la musique. Et donc, les Grecs appelaient ça des mètres. Donc, métrique, c'est tout ce qui concerne l'étude des vers. D'accord? Donc, forcément, de la poésie. Donc, cours de métrique, on va commencer un petit peu comme j'aime bien, par d'abord une vue d'ensemble, et ensuite on va aller zoomer dans le poème de plus en plus précisément. Donc, d'abord, on va commencer à regarder le poème lui-même. C'est pourquoi je vous propose en petite 1 les formes fixes de poèmes. Alors, quand je dis forme fixe, c'est parce qu'il existe des poèmes avec des formes donc bien cadrées, c'est ça qu'on appelle fixe, et aussi des poèmes avec des formes libres où on fait tout ce qu'on veut. Donc dans les formes fixes, je vous cite quelques noms, donc rondo, ballade, ode, hymne et surtout le sonnet que je vous ai souligné ici. Ça, on va en voir tellement que c'est vraiment ça qui est à apprendre. Ce qu'on appelle un sonnet, c'est 2 quatrains suivis de 2 tercets. Je vais donc vous montrer ça tout de suite dans le recueil que je vous ai préparé. Donc il y a une petite introduction qu'on lira peut-être jeudi, pourquoi pas. Et je vais vous montrer un sonnet immédiatement. En voilà 2. Donc vous voyez, on voit un quatrain, c'est-à-dire une strophe de 4 vers, une autre strophe de 4 vers, une strophe de 3, une strophe de 3. C'est ça qu'on appelle un sonnet. Alors vous verrez par exemple aussi dans les formes, vous voyez, chez La Fontaine, La Cigale et la Fourmi, on n'a pas ce phénomène de strophe d'ailleurs, donc ça portera un autre nom. Idem ici chez Voltaire. Pour le coup, donc je vais vous montrer une ballade. Une ballade, c'est donc des petits quatrains tout partout, donc des strophes de 4 vers, avec une alternance entre des vers longs et un vers très court et à nouveau des vers longs. En tout cas, vous voyez que ces poèmes sont réglés par une forme standard qui revient au fur et à mesure des strophes. Là, vous avez à nouveau un sonnet. Ici, même si ce n'est à l'évidence pas un sonnet, vous voyez qu'on a le même nombre de vers ici, un genre de refrain, le même nombre de vers en dessous, là, qui reprend ici, qui reprend là, pardon, encore un refrain, et le même nombre de vers et un refrain. Donc tout cela, ce sont des formes, c'est ce qu'on appelle des formes fixes. Pour les formes libres, eh bien, je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça, c'est une forme libre, par exemple. C'est une succession de vers comme ça. Il n'y a pas non plus de vers réguliers, hein. Il y en a des courts, il y en a des longs. Là, voilà, une autre forme de vers libre. On a même une espèce de répartition dans la page. On peut pas dire que ça ressemble à un dessin, mais quand même, il y a des blancs, il y a des décalages. Et puis, on va pousser cette liberté avec les calligrammes. Ah, mais j'en ai pas mis là. J'en ai mis dans celui de mes sixièmes, donc je vous affiche tout de suite un calligramme. Et vous allez voir que là, on pousse assez loin la forme libre, puisque ce sont des vers, des poèmes qui font carrément des dessins, hein. Donc ça, c'est inventé par Guillaume Apollinaire. Donc, je retourne dans mon cours. Des formes fixes et des formes libres. La forme fixe que vous devez retenir, c'est donc le sonnet. 2 quatrains, 2 tercets. On n'a pas encore défini ces termes, quatrain et tercet, mais on va le faire. Je vous donne d'autres, donc ça c'est dans votre livre, alors c'est la page 102. Donc par exemple, vous avez le mot hymne, on va s'arrêter sur ceux qui sont intéressants. Hymne, c'est d'abord un chant à la gloire d'un dieu
ou d'un héros? Oui, mais vous savez tous que ce qu'on appelle les hymnes nationaux, ce sont des chants à la gloire des pays. Donc vous voyez, ce mot-là nous est pas si étranger. Une élégie, donc on vous dit que c'est très codifié, hein, des strophes sont composées de 2 vers, le premier étant un vers à 6 syllabes, le second à 5 syllabes, donc c'est très, très codifié et dans une élégie, on se plaint, toujours. D'ailleurs le mot élégiaque, hein, que vous ne connaissez pas forcément, c'est synonyme de plaintif. Une ode. Alors l'ode, donc on vous dit qu'elle est composée de vers très courts et destinés à être chantés. L'ode en général, c'est, quelque chose donc, on vous dit pour exprimer des sentiments plus intimes et souvent on va féliciter quelqu'un dans l'ode. On peut dire ode à la nature, ode à la beauté, de, la personne qu'on aime et cetera. L'ode, c'est dans les sentiments très positifs. Le verset, un court paragraphe numéroté. Alors c'est ce qu'on voit dans la Bible ou dans le Coran ou tout livre sacré. Donc le mot verset, il est réservé aux phrases de ces livres sacrés qui sont, si vous les voyez, disposés donc un petit peu, pas toujours, mais parfois comme des poésies. Ensuite, on a la chanson. Donc chanson, mais oui, vous voyez, c'est un mot aussi, de l'ordre de la poésie. Donc c'est un poème qui n'est d'ailleurs pas forcément destiné à être chanté, mais qui se compose de, strophes et de couplets, hein, comme on a vu donc justement pour, le poème où on voyait nettement le poème de Baudelaire, on voyait nettement donc le refrain, qui se reproduisait. Le laï, L-A-I, donc là, c'est quelque chose de très ancien. On est plutôt, comme vous voyez, à la fin du Moyen Âge, 14e siècle et vous avez des strophes de 8 vers avec des rimes positionnées, de, façon très, stricte. Donc ça, c'est quelque chose de très codifié. Donc encore des formes médiévales, la ballade, donc ballade avec 2 L, qui ne signifie donc pas la promenade, mais ce sont 3 strophes terminées par un refrain. Et le rondeau, dans rondeau, il y a rond, donc pareil, on va dire que les strophes sont terminées, chaque fois avec le vers qui appartient à la strophe d'avant. Donc les premiers vers se répètent à la fin et forment comme un refrain et c'est pour ça qu'on a l'impression de tourner en rond dans le rondeau. Donc voilà quelques formes que vous verrez, de ci, de là, au lycée et donc je vous avais, surligné l'ode, la ballade et le rondeau qui sont celles qu'on va trouver le plus fréquemment. Le sonnet, alors ça, c'est une forme donc extrêmement, codifiée et qu'on trouve énormément au 19e siècle, donc 2 quatrains, c'est-à-dire 2 strophes de 4 vers et 2 strophes de 3 vers, c'est-à-dire 14 vers en tout. Après, vous pourrez lire le détail ici. Il y a encore des codes qui sont, beaucoup plus, précis, donc on vous dit que voilà, le choix des rimes est codifié. Ça doit être soit des alexandrins, c'est-à-dire des vers de 12 pieds, soit des vers de 10 pieds. On attend donc au dernier vers une espèce de pointe, c'est-à-dire, le point culminant du poème, un effet inattendu, voilà et donc si le sonnet ne respecte pas tout ça, on déclare qu'il est irrégulier, hein. Vous voyez, c'est quand même très codé. Donc l'éloge, les stances, je passe là-dessus et donc les formes libres, comme je vous le montrais tout à l'heure, on se dégage de ce carcan, très, vraiment, codifié, des vers, des strophes et cetera et on fait un petit peu ce qu'on veut, notamment ce qu'on cherche, c'est, la musicalité en général, avec des jeux d'échos sonores, éventuellement, on garde les rimes aussi. Alors, donc voilà pour la partie les formes fixes. Donc si je prends toujours, hein, mon poème vu de haut, donc déjà sur la page, je vais voir que selon la longueur du poème, selon les strophes qui se dégagent, j'ai affaire à un sonnet ou j'ai affaire à un rondeau ou j'ai affaire à une ballade et cetera. Et donc pour ça, ça se joue au nombre de vers par strophe, c'est-à-dire ce qu'on va étudier ici. Donc il ne faut pas confondre le nom que porte une strophe qui est en fonction du nombre de vers qu'elle comporte et, écoutez bien, le nom que portent les vers qui sont en fonction du nombre de syllabes qu'ils ont. Donc aujourd'hui, on ne voit que le nom des strophes. On reviendra je dis on reviendra parce que je pense que vous l'avez vu en cinquième, on reviendra sur le nom des vers, jeudi. Donc là, on va parler uniquement du nombre de vers par strophe. Donc si on a 2 lignes, c'est-à-dire 2 vers, on appelle ça un distique. Donc par exemple, nous en avions un ici, voilà. Ça, c'est un distique parce qu'on a 2 vers. OK? Maintenant si j'ai, 3 vers, ça s'appelle un tercet. Donc vous reconnaissez terre, la racine du mot 3 et donc on va trouver un tercet dès qu'on a un sonnet, puisqu'il y en a 2, voilà un tercet, en voilà un deuxième.
Le vers qui comporte pardon, la strophe qui comporte 4 vers s'appelle le quatrain. En voilà un. Je retourne au cours. Voilà, donc 4 vers, quatrain. Vous voyez, on suit vraiment 2, terre 3, 4, 6 et 10. 6 10 On peut dire 8 aussi, je ne vous l'ai pas mis, on n'en trouve pas toujours. Alors on va voir si on trouve, des 6 là-dessus. Alors là, il n'y a pas de strophe du tout. Là, c'est un sonnet. Oh là là, non, il vaut mieux que je descende un petit peu. J'en ai vu tout à l'heure. Voilà, donc on va compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on est sur un 12. D'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ce sont des 6. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. On compte, donc là, des 4, par exemple, on compte le nombre de vers par strophe et on en déduit donc le nom de la strophe. Ici, on peut parler de strophe parce qu'elles sont séparées par un blanc, mais vous voyez qu'on va, on va avoir du mal à compter des vers. Donc du coup, ce sont des strophes qu'on va appeler strophes libres. Et ce poème est écrit en prose, comme un texte. Seulement, vous allez voir, quand on le regarde de près, on voit bien que c'est pas du tout un texte de prose qui raconte une histoire, que c'est bien de la poésie. Donc, voilà à apprendre pour aujourd'hui. La strophe de 2 vers, le distique, 3 vers, tercet, 4 vers, quatrain, 6 vers, 6 et 10 vers, 10. Alors, je ne vais pas vous proposer, contrairement à ce que j'avais écrit dans Pronote, de vous entraîner là-dessus, parce que je vois pas tellement bien l'intérêt. Vous allez dire, ah, il y a 4 vers, c'est un quatrain. Oui, bon, voilà, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas grand-chose à s'entraîner, et je pense que c'est des notions que vous aviez déjà. En revanche, ce que je n'avais pas forcément écrit sur Pronote, mais que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller refaire un petit tour dans les figures de style. Parce qu'on va avoir forcément donc beaucoup de choses à se remémorer. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas affiché ça. Voilà, on vous dit donc distique, tercet, quatrain. Ah oui, quintile pour 5 verbes, on le trouve relativement peu. 6-1, 8-1, 10-1, 12-1. Et ici, ça c'est des choses un petit peu plus compliquées qu'on ne va pas regarder dès maintenant. Alors, pour les figures de style, comme je vous disais, eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, mais je suis dans le cahier d'exercice des 6e. Alors forcément, j'ai préparé la mauvaise page. Hop, on va réafficher le vôtre. Donc, page 114 de votre... Ah non, c'était bien votre cahier à vous. Oh là, c'est bizarre ça. Ah bah oui. Donc, page 114 de votre cahier. Donc, je vous rappelle, on vous mettait les figures de ressemblance, donc métaphore, métaphore filée, comparaison, personnification, qui vont être très nombreuses dans la poésie. Toujours dans les figures de ressemblance, la périphrase, la métonymie, le parallélisme et l'allégorie. Alors je vais revenir sur celles qu'on n'a pas beaucoup vues dans Victor Hugo. Périphrase, on n'en a pas tant vu que ça, c'est donc l'idée de faire le tour, comme dans périmètre, d'un mot mais ne pas le nommer, donc temple de l'argent pour dire la bourse. Le parallélisme, ça on en a vu beaucoup chez Victor Hugo. La métonymie, on n'en a pas vu chez Victor Hugo, c'est donc désigner un contenu pour un contenant, donc je bois un verre, en fait vous ne buvez pas le verre, vous buvez l'intérieur du verre, ou bien, voilà c'est ce qu'on a ici, ou bien par exemple sa lame, c'était dans les exercices en bas si je me souviens bien, il sortit sa lame, donc c'est pas sa lame, c'est son épée. Ou ce bras armé, on ne parle pas d'un bras armé, on parle de quelqu'un qui va faire la guerre, par exemple. L'allégorie, donc, rappelez-vous, ça aussi on n'en a pas parlé depuis longtemps, donc représentation concrète d'une idée abstraite, donc la balance, qui est quelque chose de concret pour représenter la justice, la faucheuse pour représenter la mort, etc. Dans les figures d'exagération, on ne vous présente plus ces trois-là, l'énumération, l'accumulation, l'hyperbole qu'on connaît très bien, l'anaphore, donc répétition de termes en début de phrase ou en début de vers. Alors là, on va en voir beaucoup plus que ce qu'on en a vu chez Victor Hugo. Ça continuait à la page d'après, les figures d'opposition, l'antithèse ou l'antiphrase. L'antiphrase ici, donc, c'est une ironie. On a dû écrire aussi que ça pouvait être donc l'ironie, l'antithèse, une opposition. Entre deux termes et c'était tout. Voilà. Alors, en plus de ce qu'on a vu là, oh là, c'est pas ça que je vais faire, dans cette double page sur les figures de style, je vous propose donc un nouveau cours qui est le chapitre 2 avec les figures de style les plus connues. Donc, comme je vous l'ai souvent dit, l'année dernière, je n'avais pas de cahier d'exercice, donc j'avais fait le cours sans support. Donc là, vous allez retrouver des choses qu'on vient de voir dans le cahier d'exercice, donc inutile de les réapprendre. Simplement, vous avez d'autres exemples, éventuellement, ça va enrichir votre base d'exemples. Donc là, je vous ai mis comparaison, métaphore, métonymie ou synecdoque, donc
Alors on utilise, il y a une petite différence entre les 2, légère, que peut-être on vous enseignera au lycée. Donc une partie pour le tout, les voiles qui s'éloignent pour dire les bateaux, et cetera. Personnification, vous connaissez très bien, donc j'ai mis en violet les plus difficiles, si on peut dire, celles, auxquelles on se confronte le moins souvent. Donc là, j'ai remis les mêmes allégories d'ailleurs. L'antithèse, on sait très bien. L'oxymore, alors voilà, ça c'est nouveau. Donc l'oxymore, c'est le rapprochement de 2 termes normalement antithétiques, donc c'est-à-dire opposés. Donc ça va être vraiment l'association de 2 termes collés l'un à l'autre. L'antithèse, elle peut être répartie sur toute la phrase. Voilà, c'est ce que je vous ai mis, 2 vers ou 2 phrases ou 2 expressions qui s'opposent. Alors que l'oxymore, c'est quelque chose de très ramassé. Vous voyez, mort-vivant ou le noir soleil, par exemple. L'antiphrase, donc ironie, on a vu ça. Dans les figures de la répétition, donc le parallélisme, structure parallèle, vous connaissez. Donc l'anaphore, voilà, vous avez un exemple ici, avec d'ailleurs une métonymie en prime. Énumération, accumulation, vous connaissez bien. Et voilà, alors ça, on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus tard dans la leçon. Il me semble que c'est dans les pages que j'ai prises en photo. L'assonance. Alors, c'est une figure de style de répétition, et c'est de la répétition de son pour changer. Donc ça, c'est assez typique de la poésie quand même, parce que c'est dans la poésie qu'on s'attache vraiment aux sonorités. Donc, assonance, c'est répétition d'une voyelle. Donc ici, c'est la voyelle O qui est mise en avant. Mais vous voyez, on peut même trouver quand même des on qui reviennent pas mal, hein. Long, violon, parce que c'est les rimes, hein, cœur et langueur. Donc l'assonance, on va dire que c'est en dehors de la rime, parce que la rime, bien entendu, on va la retrouver. Donc dans les voyelles, en fait, c'est un petit peu plus que les voyelles, ce sont aussi les associations des voyelles qu'on appelle nasales, donc les en, un, ou, on. Tout ce qui est de cet ordre-là, en plus des A, E, I, O, U, on appellera ça donc des assonances quand ces sons se répètent. Même procédé, mais avec les consonnes, alors ça porte le nom de allitération. Donc, si on a une consonne qui revient, ici un très célèbre vers de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, c'est le S qu'on entend, et donc on appellera ça une allitération. Donc typique de la poésie. Le pléonasme, encore une figure de style qu'on rencontre assez peu, donc on va redire plusieurs fois la même chose. Des choses qui ne sont pas nécessaires au sens grammatical de la phrase, comme vous le voyez. Le pléonasme vraiment le plus connu, c'est je descends en bas. Ben oui, tu descends forcément en bas. Ça, c'est un pléonasme qu'on fait dans la langue de tous les jours. Mais on a des pléonasmes poétiques. Ici, par exemple, vous voyez, je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu, ce qui s'appelle vu. Donc là, on voit bien qu'il y a des tas d'éléments répétés non nécessaires au sens de la phrase. Les figures d'exagération, donc l'hyperbole, on a déjà dit. De l'atténuation, l'euphémisme. Alors l'euphémisme n'était pas dans votre cahier, mais on l'a déjà rencontré chez Victor Hugo, pardon. La périphrase, on vient de le voir à nouveau. Dans les figures de construction, donc on peut encore citer le parallélisme ou structure parallèle que j'ai mis dans les figures de répétition, on peut le mettre dans les 2 cas, hein. Et puis donc le chiasme, alors ça c'est quelque chose qui serait peut-être difficile à expliquer comme ça, ce serait mieux si on était tous ensemble. Donc ça se prononce chiasme. C'est une figure de construction, au lieu d'avoir une structure parallèle où on aurait A, B, eh bien on a une structure A, B, B, A. Donc comme si le B était embrassé au milieu du A. Donc je vous montre, parce que sans exemple, c'est absolument impossible à comprendre. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Donc qu'est-ce qui se ressemble? C'est ce que j'ai mis en violet. Un roi, un dieu. Et en bas ressemble à en haut. Donc voilà, le chiasme, il est là. Roi, dieu, bas, haut. Et quand on a repéré cette structure de chiasme, c'est bien entendu en général pour insister soit sur les 2 éléments au centre, soit sur les 2 éléments de part et d'autre. Donc ici, en fait, on cherche à insister sur la comparaison entre le roi et le dieu et leur opposition. Ils sont comparables l'un à l'autre parce que le roi, c'est un dieu terrestre, mais toutefois, on note bien cet écart entre le roi qui est justement terrestre et le dieu qui est céleste. Voilà, donc le chiasme, il est toujours là pour vraiment faire une comparaison finalement. Hop, oh là, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, le cours est mis 2 fois. Bon, je vais supprimer ça. Voilà, donc je vous conseille pour demain, d'aller refaire un petit tour dans cette leçon, des figures de style,
d'aller refeuilleter vos pages là de votre manuel et d'apprendre donc les petits bouts qu'à mon avis vous connaissez déjà de ce cours que nous avons vu et nous le continuons demain. Et voilà, allez on a tout dit, donc rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Bon courage à tous!